le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes avec Marion Arlot, sage-femme à Paris 8e arrondissement, et on va évoquer le dépistage du cancer du col de l'utérus. Marion Arlot, bonjour. Tu es sage-femme, Paris 8e, et on va parler aujourd'hui du dépistage du cancer du col de l'utérus. Comment ça se passe exactement ? Alors, bonjour Dany, merci pour l'invitation. Donc, le dépistage du cancer du col de l'utérus, il va être proposé à toutes les femmes entre 25 et 65 ans. Je pourrais même préciser toutes les personnes qui possèdent des organes génitaux internes féminins. N'oublions pas tu veux dire que, par exemple, un transgenre qui est... Oui, exactement, lui aussi, tout à fait. Une personne transgenre qui serait passée de femme à homme, s'il possède toujours les organes génitaux internes et notamment le col de l'utérus, on va devoir lui proposer le frottis tout au long de sa vie, de sa santé, enfin tout le long de sa vie sexuelle. J'ajouterais aussi une petite spécificité. Les personnes qui ont pu avoir une ablation de l'utérus, une hystérectomie, il est intéressant de savoir si elles possèdent toujours leur col de l'utérus ou non, puisque si c'est le cas, il faudra aussi continuer à leur proposer ce dépistage. Donc, dans les faits, le dépistage il peut se faire sous deux formes. La première, c'est ce que l'on appelle communément le frottis. Dans notre jargon médical, c'est le frottis cervico-utérin. Donc, c'est un examen qui va se faire lors d'un temps d'examen gynécologique. Le praticien, ça peut être la sage-femme, ça peut être le médecin traitant, ça peut être le gynécologue obstétricien ou le gynécologue médical qui va pouvoir le réaliser avec la personne. On commence par s'installer en position gynéco et on va devoir utiliser un spéculum. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil qu'on utilise en gynécologie et qui a un aspect un peu de bec de canard. Donc, ce spéculum, on va devoir l'insérer en intravaginal. Ça peut être aussi le patient qui peut décider de l'introduire lui-même si jamais ça le met plus confortable. Et une fois qu'il est inséré en intravaginal, on va venir ouvrir le bec. Et cette ouverture, elle va nous permettre de visualiser le col de l'utérus. Une fois que ce col de l'utérus est bien visible, on va utiliser un balai à poils souples qui va nous permettre d'aller récolter des cellules au niveau du col de l'utérus et aussi d'éventuellement prélever de l'ADN viral du papillomavirus. On va en reparler, mais il est important dans ce dépistage du cancer du col de l'utérus. Ce temps d'examen, en général, il est assez court. Ça va durer 5 à 10 minutes maximum. Et il y a une deuxième option qui va être l'autoprélèvement du papillomavirus, dont l'efficacité va être similaire. Cette fois-ci, c'est un examen qui ressemble plus à un prélèvement vaginal. Donc, on va proposer à notre patiente, de faire soi-même l'examen si jamais c'est plus confortable pour lui ou elle. Et ça peut aussi être fait avec un professionnel de santé. Donc là, le but, c'est d'utiliser un écouvillon, un espèce de grand coton-tige, qu'on va insérer en intravaginal, qu'on va tourner pendant 10-15 secondes en intravaginal. Et après, ce test peut permettre de dépister éventuellement la présence de papillomavirus. Mais donc la méthode la plus précise, c'est la première. Ça reste le frottis quand même, exactement. L'autotest HPV ne permet pas d'aller analyser les cellules du col de l'utérus. Donc si jamais le résultat est problématique, on aura besoin quand même de ce frottis. C'est qui qu'on va dépister ? Est-ce que c'est plutôt les femmes jeunes, les femmes plus âgées ? Il y a une tranche, je crois, que tu en as parlé tout à l'heure. Oui, exactement. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est de proposer à toute personne qui possède des organes génitaux internes féminins de se faire dépister entre 25 et 65 ans. Avant 25 ans, il n'y a pas d'intérêt. On sait qu'on risque d'être en relation à un moment avec ce fameux papillomavirus, mais l'immunité est censée être suffisamment forte pour permettre une élimination de ce papillomavirus. Après 25 ans, on commence à nous dire que l'horloge tourne, que notre immunité n'est pas aussi bonne. Et là, il faut commencer les frottis. D'accord. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 65 ans. Et pourquoi pas après ? C'est une très bonne question. Parce que... Alors là, sans assurer ma réponse à 100%, mais on estime qu'après 65 ans, la vie sexuelle d'une personne est peut-être un peu moins mouvementée, donc il y a moins de risques d'être en contact avec le papillomavirus. Et donc si on n'a rien repéré auparavant,
A priori, il y a moins de risques de repérer des choses après 65 ans. Et surtout, ce cancer est un cancer de développement lent. Entre le moment où on va être en contact avec le papillomavirus, le moment où le papillomavirus va commencer à faire effet sur les cellules et le moment où ça va devenir un cancer, il peut se passer 10 ou 15 ans. Donc là, la sécurité sociale réfléchit en termes d'intérêt du dépistage par rapport aussi à l'espérance de vie d'une femme. Oui, puis il y a aussi le fait, peut-être qu'il y a des symptômes d'appel éventuellement, des saignements ou quelque chose comme ça qui va faire qu'on va faire un examen à ce moment-là. Oui, exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, à tout âge de la vie, même avant 25 ans, si jamais on repère des symptômes tels que des saignements en dehors des règles ou des saignements après les rapports sexuels, ou si lors d'un examen de contrôle, on observe le col et on voit un aspect qui semble anormal, on va proposer à la patiente de faire un frottis en dehors des recommandations. D'accord. Alors, ok, et on va le répéter tous les combien, parce que si mon frottis n'a rien montré, enfin le mien, je veux dire, celle d'une femme, n'a rien montré, est-ce que je dois le répéter et tous les combien ? Le premier frottis doit avoir lieu à 25 ans, ensuite le deuxième à 26 ans, puis on passe à 29 ans, et après 30 ans, ce sera tous les 5 ans. Donc pas besoin de faire un frottis tous les ans. D'accord, ok. Bien, et puis si malheureusement ce frottis montre une anomalie, qu'est-ce qui se passe ? On fait quoi ? Alors, dans ce cas, la sage-femme comme le médecin traitant doivent réorienter vers un ou une gynécologue, puisque là, ça n'est plus de notre ressort. Le gynécologue va devoir faire des examens complémentaires, donc à nouveau refaire un examen sous spéculum pour observer le col. Il va utiliser différents colorants pour venir délimiter plus précisément les zones atteintes. Il peut aussi être amené à faire une biopsie de cette zone-là. Et selon les résultats de la biopsie, soit on temporise, on attend, on surveille, soit on va proposer un traitement à la patiente qui peut se faire par laser ou par le biais d'une opération. En gros, on va enlever la zone atteinte par la lésion. Merci beaucoup Marion, à bientôt. Je te remercie Denis. Alors retenons de ce podcast que le dépistage du cancer du col de l'utérus est proposé à toute personne qui possède des organes génitaux internes féminins et que ce dépistage se fera soit par un frottis réalisé par un professionnel de santé, soit par un auto-prélèvement.